l'importance de la donnée dans la compétitivité des entreprises. Et pour aborder ce sujet, nous sommes avec 4 intervenants. Nous sommes avec Fabrice Bru, France Régule, Frédéric Dufaux et Céline Redon, que j'invite à me rejoindre sur scène. Installez-vous. Voilà, on va commencer par dans cet ordre. Fabrice, vous allez vous asseoir ici à côté de moi. À côté de vous, il y aura France. Voilà, Fabrice ici, France là. Voilà. Installez-vous. Voilà, prenez des micros, installez-vous. Voilà, Frédéric à côté de France et Céline, voilà, juste à côté de Frédéric. Alors, je le disais, hein, la donnée, on sait aujourd'hui que c'est l'or des entreprises et la nécessité de les protéger ne fait bien sûr plus de débat. On peut non seulement les considérer comme un objet, comme un actif à protéger, mais on peut aussi s'appuyer sur elles pour développer son business. C'est même pour beaucoup d'entreprises l'enjeu principal. Et nous verrons justement avec nos invités pourquoi aujourd'hui cette donnée participe du business, de la compétitivité, de la réussite de l'entreprise. Nous sommes avec Fabrice Bru. Fabrice, bonjour. Bonjour. Fabrice Bru, président du Césin et directeur cybersécurité et architecture de la CIM. Je devrais dire nouveau président du Césin. Ça remonte un petit peu maintenant, je pense. Oui, ben, ça date du début d'année. Début de l'année. Début d'année, voilà. Oui. Nous sommes également avec France Régule. France, bonjour. Bonjour. Alors, France, vous êtes RSSI de la BPI. Rappelez-nous très rapidement quelle est la BPI. Alors BPI France, c'est la banque publique d'investissement, donc c'est la fusion d'un certain nombre d'établissements historiques dont la mission, c'est de financer la réindustrialisation de la France et la transition énergétique. Voilà. Une noble mission. Nous sommes également avec Frédéric Dufaux qui a remplacé Olivier Vallet. Frédéric Dufaux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général adjoint de Docapost. Rappelez-nous très rapidement qui est Docapost. Docapost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, à vocation de développer, d'être le fer de lance à l'extérieur du groupe La Poste pour les entreprises de service, en tant qu'entreprise de service, dans le domaine de la confiance numérique. On est à la fois éditeur de solutions de confiance numérique, signature électronique, archivage, facture électronique, sur 3 marchés principaux, le secteur public, la santé et le domaine de la finance. Et je finis par Céline Redon. Céline, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Céline, vous êtes consultante indépendante, senior en cyber, fondatrice d'Aceso Conseil. Donc bienvenue encore une fois à tous les 4. Une question peut-être pour vous, Fabrice, pour lancer ce débat. Est-ce que cette question de la donnée, de la sécurisation de la donnée, est-ce qu'elle est prise au sérieux aujourd'hui par les entreprises ? Alors oui, elle est prise au sérieux, elle l'a toujours été en fait. Si par exemple on regarde la donnée sous son angle de sa qualité et de son intégrité, par exemple, si vous avez des prix qui sont affichés en rayon d'un magasin et qui sont erronés, ça peut poser quelques petits problèmes. Si vous envoyez une commande dans une base logistique ou chez un fournisseur qui est erroné, ça peut poser quelques problèmes. Si vous publiez des informations financières fausses, ça peut poser quelques problèmes. Donc effectivement, toute la notion autour de la qualité de la donnée, sa cohérence, sa fraîcheur aussi, sa disponibilité, sont vraiment des sujets qui ont toujours été finalement, que ce soit au niveau des métiers ou dans une DSI, pris en compte de manière très rigoureuse. Voilà. En revanche, effectivement, je pense que la question peut aussi se tourner vers la confidentialité de la donnée. Alors, la confidentialité de la donnée, si on regarde sous l'angle de la donnée privée, au sens du règlement général sur la protection des données, évidemment, on la considère aussi comme confidentielle. Et donc, du coup, on essaye de mettre en œuvre des mécanismes pour protéger ces données. En fait, on s'aperçoit quand même que dans une entreprise ou dans un grand groupe, en particulier sur des secteurs qui ne sont pas des secteurs de la défense, pour faire un peu simple, mais finalement, la donnée hyper confidentielle, la donnée la plus sensible, il n'y en a pas tant que ça.
En fait, si vous regardez, par exemple, si je parle du secteur de la grande distribution, bon, les données clients sont des données sensibles, les prix d'achat, évidemment, sont des données sensibles, mais les éventuelles informations de fusion-acquisition peuvent être aussi, enfin, sont aussi également des données sensibles, ça, bien sûr, mais c'est à peu près tout. Enfin, je veux dire, la fabrication, la recette de fabrication, je sais pas moi, d'une tranche de jambon ou d'un gâteau, par exemple, ben, c'est de la donnée un peu publique. Hein, d'ailleurs, sur tous les bons blogs de pâtisserie, on trouvera ces informations. Enfin, donc, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, la difficulté que l'on a, c'est d'abord de les identifier. Hein, et puis ensuite de mettre en œuvre les meilleurs processus de sécurité qui puissent trouver l'équilibre entre protéger cette information, le budget que l'on a, puisque ce n'est pas des budgets infinis non plus, et la réponse aux besoins. Alors, ce qui rend aussi, me semble-t-il, cette protection parfois difficile, c'est l'évolution de nos systèmes d'information. On est passé maintenant sur des données qui sont un petit peu éclatées partout sur la planète, surtout si vous êtes une grande entreprise. Vous avez des mécanismes de sécurité qui ne vont pas être les mêmes selon que vous protégez de la donnée structurée dans une application versus de la donnée bureautique ou du big data, où là, par essence, la donnée est déstructurée, c'est un peu plus compliqué. Vous avez les innovations type intelligence artificielle qui peuvent aussi apporter leur lot de complexité avec des nouvelles vulnérabilités ou des nouveaux risques que l'on apprend. Vous avez un volume de données aussi qui est exponentiellement augmenté. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on traite beaucoup plus de données qu'on en traitait hier, et on s'aperçoit effectivement que toute l'intelligence qu'on peut mettre derrière la corrélation d'informations peut-être porteur de valeur pour les entreprises. Voilà. Et puis, on a aussi parfois, finalement, des données qu'on ne maîtrise pas. Alors, je vais prendre des exemples assez classiques qui va plutôt concerner le secteur du commerce. Mais malheureusement, vous avez des données de consommateurs qui ont fuité sur Internet au travers de différentes fuites de données malheureusement subies par des tiers et qui sont finalement testés par millions sur nos systèmes, qu'on essaye de détecter, qu'on essaye de prévenir. Mais malheureusement, si on regarde l'information brute de fonderie, l'information qu'on reçoit au moment où le cybercriminel tente de se connecter, elle est valable. C'est le bon login, c'est le bon mot de passe. Voilà. Et donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour essayer de se dire que finalement, cette donnée, bien qu'elle soit bonne, n'est pas bonne. Voilà. Donc, c'est un petit peu le casse-tête parfois auquel on a à faire face. Voilà. Céline, comment évolue cette question autour de la donnée avec les différentes personnes avec lesquelles vous êtes amené à interagir? Comment elle évolue? Au-delà de sa simple protection, j'entends, est-ce qu'aujourd'hui, elle est vraiment considérée comme un moyen, sa meilleure protection est considérée comme un moyen d'accélérer le business, finalement? Oui, alors ce qui est sûr, c'est que déjà, les réglementations auxquelles on fait face en France et que les entreprises doivent appliquer permettent, dans un premier temps, d'aider toutes les équipes techniques à se mettre au pas. Et en fait, moi, ce que je peux voir sur mes différents clients, c'est que quand les entreprises arrivent à revendiquer une conformité correcte et un certain nombre de tampons sur la protection de leurs données de manière générale, on ne parle pas que du RGPD, effectivement, ça permet vis-à-vis des clients d'avoir une adhésion qui est un peu plus forte. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur, tout à fait, au niveau des clients. Après, même sur des contrats de sous-traitance, aujourd'hui, je commence à voir qu'au niveau des achats, ça fait peser la balance sur des contrats qui vont être plus facilement passés vis-à-vis de sous-traitants qui peuvent effectivement montrer patte blanche, entre guillemets, sur un certain nombre de certifications qu'ils peuvent mettre en avant. Fabrice, ce sont des choses que vous regardez quand vous faites appel à un fournisseur, ce que vient de dire Céline, c'est-à-dire que le fait qu'il soit Secnum Cloud ou peut-être d'autres certifications, est-ce que c'est quelque chose qui peut-être peut vous pousser à plus faire appel à ces services qu'à ceux d'un autre? Oui, évidemment, en fait, il y a des critères et des exigences de cybersécurité dans les contrats, et donc on y est effectivement vigilant et on considère que c'est un plus. Après, encore une fois, je reviens sur parfois des approches un peu pragmatiques, mais on va essayer de trouver la meilleure solution de protection au meilleur prix.
Donc si effectivement le prix reste à peu près le même ou légèrement supérieur, mais dans une échelle mesurable, oui, c'est des informations qui nous intéressent beaucoup et on est prêt à y aller. France, en matière de données de business, quelles sont les préoccupations d'une organisation comme la BPI ? Alors la BPI, c'est une banque d'investissement, c'est en outre un établissement public, donc d'une certaine façon la donnée c'est le cœur de notre activité, c'est le support physique pour ainsi dire de notre savoir-faire, parce que nous notre mission c'est de travailler avec des entrepreneurs, ce sont des créateurs d'entreprises, ce sont des gens qui prennent par nature des risques et on a une véritable expertise par rapport aux grands réseaux bancaires privés sur ce segment de clientèle. On sait les accompagner, on sait évaluer le risque quand il s'agit de garantir leurs emprunts, de leur proposer des financements, et même d'y investir. Et tout ça, ça passe par de la donnée. C'est une expérience accumulée au fil du temps, ce sont des modèles de calcul de risque. Donc on a de vrais enjeux autour de cette donnée. Et on va retrouver les grands challenges qu'a évoqué Fabrice à l'instant, c'est-à-dire qu'on va avoir des préoccupations autour de la qualité de cette donnée, de sa cybersécurité aussi. Alors, moi j'aimerais bien que ce soit systématiquement la cybersécurité un des drivers de notre réflexion autour de la donnée. Ça n'est pas toujours le cas, parce qu'une des difficultés aussi, c'est d'identifier, là aussi comme le disait Fabrice, ces quelques pépites, cette donnée vraiment sensible pour laquelle la cybersécurité va être un enjeu clé, parce que tous ceux d'entre vous qui sont des professionnels de la cybersécurité, ils le savent, quand on pose la question à un métier, est-ce que ces données sont critiques? C'est toujours oui. Quand on lui dit combien ça va lui coûter pour les protéger, tout d'un coup c'est non. Donc ça c'est un point sur lequel il faut vraiment regarder. Et en effet, cette importance formelle de la donnée, elle n'est pas toujours comprise par tous les métiers où c'est une culture qui est encore en cours d'acquisition et donc on doit attirer leur attention souvent sur des cas d'usage qui n'ont pas nécessairement été anticipés. Un exemple, c'est que nous au sein de BPI France, on a beaucoup mis l'accent ces dernières années sur la protection du patrimoine informationnel, des données de nos clients. Puisqu'on a des créateurs d'entreprises, on a des gens dont le business model, dont la stratégie commerciale, la propriété intellectuelle, elles sont pour partie connues de leurs banquiers, c'est un petit peu normal, et donc on a cette responsabilité de la protéger, donc de la protéger quand nous on la collecte et on la traite, mais également de les encourager à la protéger chez eux. On a beaucoup d'entreprises, c'est une question pour Frédéric, beaucoup d'entreprises qui ont reconstruit ces dernières années leur stratégie vraiment autour de la donnée, elles se disent d'ailleurs data-driven. Pourquoi est-ce que dans la santé et l'éducation publique, deux secteurs tout aussi critiques et pour lesquels on a besoin aussi de compétitivité, cette sensibilité n'a-t-elle pas encore fait son chemin ? Alors déjà, petite précision, dans le domaine de la sphère publique, par exemple dans le domaine de l'éducation, les données concernant l'éducation ne sont pas considérées comme sensibles formellement. Hein. Donc, dans le domaine de la santé, oui. Et dans le domaine de la santé, on peut distinguer l'industrie pharmaceutique qui est assez préoccupée par la qualité et la protection de ces données. Hein, c'est quasiment un asset important chez eux. Dans le domaine de l'autre partie de la santé, c'est moins le cas. Donc c'est un peu paradoxal parce que ce sont deux domaines qui produisent quand même beaucoup de données dans le domaine public, la santé et l'éducation, qui ne sont pas aujourd'hui complètement préoccupés par la protection de cet asset technologique, puisque aujourd'hui on peut considérer que la donnée est un asset technologique. Les entreprises, je pense, l'ont compris et s'en préoccupent beaucoup. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, au-delà d'avoir cette prise de conscience, faut-il encore en avoir les moyens? Et donc, une fois qu'on a pris la donnée comme donnée sensible ou stratégique, comment on la traite? Comment on l'héberge? Comment on la manipule? Comment on la rend aux utilisateurs? Et ça, donc il y a des choix technologiques qui parfois sont faciles et qui mettent en péril la protection de ces données. Donc c'est bien toute une chaîne, il y a une première prise de conscience sur la donnée est-elle stratégique ou pas, et ensuite comment je m'en occupe en termes de traitement, en termes de conservation, en termes de manipulation. Et donc c'est un vrai choix au plus haut niveau de l'entreprise qui doit être fait sur l'ensemble de la chaîne, depuis la qualification sensible de la donnée jusqu'à la façon dont on la traite. Et les conséquences peuvent être graves en termes d'autonomie stratégique de la société. Alors, souvent, on dit que les PME et les ETI, Céline, sont quand même, aujourd'hui, même si une partie d'entre elles ont conscience, elles sont quand même moins nombreuses à
à éprouver cet intérêt autour de la donnée. Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que c'est du désintérêt? Est-ce que c'est peut-être un manque de moyens? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette prise de conscience autour de la donnée n'a pas forcément infusé auprès des dirigeants de PME et une partie de dirigeants des ETI? Je pense que Jean-Noël reposait la question encore en introduction, donc je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Mais moi, ce que je peux constater, c'est quand même qu'il manque encore de l'éducation, que globalement, c'est des questions d'investissement dans de la connaissance, de l'investissement dans des ressources, dans du matériel. Enfin, c'est beaucoup d'investissement en fait, et le chef d'entreprise ne voit pas toujours ou n'arrive pas toujours à dégager le ROI sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour investir. Les coûts engendrés, que ce soit par une fuite de données ou par la désorganisation d'une cyberattaque et donc de la fuite de données, etc., sont non plus pas forcément mis en valeur. Par contre, le coût de mise en place d'un certain nombre de process pour faire des sauvegardes correctes, externaliser ces sauvegardes, enfin des principes de résilience assez fondamentaux et basiques finalement, et ben ceux-là sont très vite mis en exergue et pas forcément appuyés pour faire les budgets. Peut-être pour parler d'un exemple très, très concret, France, quel impact justement aujourd'hui votre gestion de la donnée a sur in fine, sur la qualité du service que vous fournissez, notamment aux startups que vous accompagnez? Alors, comme je le disais, on est une entreprise data-driven. On n'est pas forcément au niveau où on souhaiterait l'être. On a encore du travail à progresser, mais la qualité de données, ses caractéristiques de confidentialité, intégrité, disponibilité, elles sont essentielles parce que on doit prendre des décisions parfois douloureuses sur l'accompagnement financier de nos clients. Donc, notre business, il repose sur de la donnée de qualité. On est à la fois une banque et un établissement public avec la mission d'investissement que j'évoquais tout à l'heure, financer la transition énergétique, financer la réindustrialisation de la France. Ça veut dire qu'on a envie que nos clients y réussissent et on n'a pas envie de manquer le rendez-vous avec eux parce que les données qu'on utilise ne sont pas fiables, ne sont pas disponibles, ne nous permettent pas de répondre dans un délai rapide. Donc on a des impératifs qui sont vraiment au cœur de notre activité. Ensuite, par extension, on a une préoccupation croissante d'accompagnement de nos clients. Et ça rejoint exactement ce qu'on disait. Comment on fait prendre conscience à nos clients eux-mêmes de l'importance que cette donnée elle a aujourd'hui dans leurs activités, elle pourrait avoir demain. Donc comment alors nous, une partie de la réponse qu'on apporte, c'est qu'on a une direction de l'accompagnement au sein de BPI France, dont le travail est spécifiquement d'apporter des services à leur ajouter non bancaires pour favoriser leur développement. Donc les sensibiliser à ces problématiques, les mettre en relation avec des professionnels et de manière générale les faire grandir. On a évidemment des enjeux de cybersécurité aussi derrière tout ça. Donc, toutes ces données, elles sont extrêmement sensibles. Donc, il y a évidemment la question de la qualité, mais il y a la question de leur protection. Il y a notre savoir-faire. Il y a aussi le savoir-faire de nos clients, y compris des acteurs souverains, des acteurs critiques de la défense, de la finance, du secteur de la santé, d'un ensemble de secteurs régulés. Et puis... on a un enjeu, je crois qu'on connaît tous en matière de données, c'est la question de la propriété, de la responsabilité de ces données. C'est-à-dire que la conscience du rôle qu'elle joue dans nos organisations, elle est à peu près connue. Les enjeux liés à sa qualité, ils sont à peu près connus. Alors, ça me faisait réagir parce que je trouve que le paradoxe, c'est que dans nos organisations un petit peu matures, la qualité de la donnée est un vrai problème pour des raisons historiques, parce qu'on se traîne des historiques extrêmement lourds. Et dans une PME aujourd'hui, le sujet de data, il est facile techniquement. Il est compliqué financièrement, mais ce qui est extrêmement frustrant, c'est que partir d'une feuille blanche, ça a de nombreux avantages. Dans nos organisations, on doit donc tenir compte de cet historique et on doit travailler avec les métiers à ce qu'ils comprennent la valeur de cette donnée, alors, qui n'est pas notre métier de base en matière de cybersécurité, hein, bien souvent, mais qui se l'approprie pour in fine, prendre les grandes décisions
structurantes, les décisions d'investissement, quels sont les services, les technologies dont on a besoin ou pas pour ces données, quelles sont les fameuses données à très forte valeur ajoutée, à très forte criticité qu'utilise le métier et comment on les protège et puis comment on en comprend aussi la nature, parce que dans ce que disait Fabrice, il n'y a que peu de données extrêmement critiques, mais ces données, elles ont une temporalité par exemple qui va varier d'un métier à l'autre. Nous, on a des métiers qui sont réglementés, on a des métiers pour lesquels la valorisation de la donnée c'est 10-20 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des problématiques en lien avec l'émergence de l'informatique quantique sur la protection de ces données sur les 2 prochaines décennies. Dans une vie antérieure, je travaillais dans l'événementiel. Il y a des données, une fois que l'événement il a eu lieu, elles n'ont plus aucune valeur, et même si c'est que quelques semaines plus tard. Donc, on a un ensemble d'enjeux complexes. Je pense que si c'était facile, on ne serait pas là pour s'en parler aujourd'hui, pour lesquels, fort heureusement, il existe des solutions, mais dont la mise en œuvre est un vrai challenge. Et on s'ennuie rarement sur ces sujets-là. Quand on parle de compétitivité de données, atteinte grâce aux données, il peut être intéressant de parler de la notion de plateforme. Frédéric, quel est l'intérêt, quand on parle de compétitivité, de lier data et plateforme souveraine? En fait, je crois qu'en reprenant le constat qu'aujourd'hui les entreprises, au sens large, y compris le secteur public, a compris que la donnée, l'exploitation de la donnée intelligente était le facteur de compétitivité. Cette compétitivité, elle n'est viable que quand la chaîne de valeur complète est maîtrisée. C'est un peu l'histoire du maillon faible. Donc, quand on a une réflexion globale et une approche globale, puisque c'est la partie la plus faible du système qui va emporter le risque que l'on prend globalement sur le système. Donc, ça part depuis l'infrastructure. Tout à l'heure, Philippe Miltin en parlait en tant qu'out scale. Donc, la partie infra, l'infrastructure physique, où est-ce que j'installe mes data centers. Donc, en particulier dans un territoire européen, par exemple. Ensuite, une fois que j'ai ce data center, comment je l'équipe en moyens hardware, en moyens logiciels de base. Donc la question de VMware, par exemple, se pose. Et puis ensuite, qui sont les personnes qui l'exploitent? Est-ce que c'est des personnels qui est sous législation européenne ou qui dépend d'une législation parce qu'ils sont employés par une société américaine? Deuxième question. Et puis ensuite, il y a toute la partie applicative. Est-ce que cet applicatif, il est souverain, autonome stratégiquement et pas dépendant du choix d'un dirigeant qui est en Chine ou aux États-Unis, par exemple. Donc, une fois qu'on a réfléchi à l'ensemble de ces différents composants, eh ben, on entraîne une décision qui doit être connue et maîtrisée. Donc, toutes les données ne valent pas forcément une intégration complète en termes d'autonomie stratégique, mais certaines le valent. Et donc, il y a des solutions. La bataille du cloud souverain, stratégique, autonome stratégiquement n'est pas perdue. Il y a des acteurs qui existent. NumSpot, par exemple, en est un, mais il y en a d'autres. Michel Paulin était là tout à l'heure aussi. Donc, voilà, il y a plein d'acteurs qui sont capables de le faire. Et c'est une décision qui doit être prise au plus haut niveau de l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, pour bien mesurer l'ensemble des différents composants de la chaîne. Et les plus faibles emportent, malheureusement, la force de la chaîne globale. Fabrice, comment est-ce qu'on fait converger, on en parlait un tout petit peu plus tôt, la nécessaire régulation, en tout cas les efforts de régulation faits par les pouvoirs publics, le Secum Cloud notamment en est un, alors c'est pas vraiment un effort de régulation, mais en tout cas c'est de la certification, disons, couplée à de la régulation. Comment est-ce qu'on allie tous ces besoins-là, ces certifications et cette régulation avec la nécessité aussi de développer son business quand on est RSSI comme vous ou comme France? Alors, je pense que la meilleure approche pour nous, c'est on ne met pas les deux événements en opposition. En fait, il faut revenir sur le besoin de l'entreprise. Moi, je reviens sur le besoin de l'entreprise. Quel est le niveau de protection qu'il faut que je mette en œuvre par rapport aux exigences qu'il me fixe?
Et effectivement, alors, la réglementation va m'aider à avoir un catalogue de contrôle qui est déjà prédéfini. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Éventuellement, derrière, effectivement, des modèles d'architecture qui sont associés, qui sont développés. Et donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Et globalement, la réglementation aide tout l'écosystème à monter son niveau de maturité cyber. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle met en œuvre un nouveau système d'information, elle n'est pas seule. Bien souvent, on fait appel à des tiers. Alors, on fait appel à des cabinets de conseil, on fait appel à des cabinets d'intégration, mais bien souvent, ou de plus en plus, on développe très peu en interne les systèmes d'information. On achète soit des produits sur étagère et de plus en plus des solutions de type SaaS. Et donc, du coup, en fait, on a besoin d'avoir un cadre référentiel pour nous aider un petit peu à mettre en œuvre le meilleur niveau de protection. Mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Nous, je vois au niveau, par exemple, du groupement Mousquetaires, eh bien, on accompagne effectivement les métiers dans l'évaluation de ces risques. On accompagne aussi chaque patron de magasin, puisque c'est quand même une fédération, d'indépendants, le groupement Mousquetaires. Et en fait, on a mis en œuvre, pour chaque nouvel adhérent, c'est-à-dire futur chef d'entreprise qui rejoint le groupement, des parcours de sensibilisation et d'information à la cyber et de protection de ses données. On lui explique que oui, c'est pas parce qu'il a un Intermarché au fin fond d'un petit village de la Creuse ou du Cantal, je parlais plutôt du Cantal, c'est mieux, que finalement, le risque cyber, c'est pas pour lui. Et on lui démontre qu'effectivement, il se passe quand même des petites choses. Voilà. Et donc, en fait, ça leur permet de prendre conscience du risque. Ça rejoint ce que vous disiez. On a besoin d'expliquer, effectivement, qu'ils sont aussi concernés. Et la réglementation, pour terminer sur ce point, pour moi, est vraiment bénéfique. Et on appelle de nos voeux, par exemple, que NIS 2 soit publié très rapidement. Voilà. Surtout quand on a un contexte international, parce que ça va devenir compliqué. Et en fait, aujourd'hui, en général, nos décideurs, ils comprennent un peu les enjeux et ils jouent pas avec le réglementaire. En fait, un des premiers risques de l'entreprise, c'est la non-conformité à la loi. Ça apparaît souvent dans le top 10, dans le top 5 même. Et en fait, ils ne mettent pas d'opposition entre les deux. C'est puisqu'il faut qu'on le fasse, on le fait. En revanche, je ne suis pas convaincu qu'il faille imposer des modèles d'architecture au travers d'une loi. Je pense qu'il faut laisser l'entreprise décider de quel est son patrimoine informationnel sensible et quelles sont les meilleures mesures de sécurité qu'il faut qu'ils mettent en œuvre, même si elles doivent répondre à un certain nombre d'exigences et de critères. Mais je pense que ce ne serait pas une bonne idée que d'imposer telle ou telle technologie pour faire de protection de données. France, quelle est la lecture que vous faites de cet aspect justement entre certification, régulation et puis business autour de données? Comment est-ce que vous naviguez entre tous ces paramètres? Alors moi, historiquement, je suis un grand fan de la réglementation en matière de cybersécurité. Je pense en effet qu'elle n'a pas vocation à être opposée au business. Je pense qu'elle a vocation à être complémentaire. En tant que citoyen aussi, je suis un grand fan du RGPD. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une réglementation qui est rentrée dans les mœurs au niveau des entreprises, qui pèse extrêmement lourd au niveau mondial. Je suis d'ailleurs de près les tensions avec notre meilleur allié historique autour de ces questions réglementaires. Donc, je suis vraiment convaincu qu'elles ont un apport important. Au sein de BPI France, j'y vois également un apport très très fort. Moi aussi, j'appelle de mes voeux les prochaines vagues de réglementation, en me disant aujourd'hui, pour un petit créateur d'entreprise, pour un petit entrepreneur, finalement, la question de la conformité, c'est à peu près non négociable. Donc aujourd'hui, si on ne peut pas nécessairement le convaincre que la résilience doit être au cœur de sa réflexion, l'argument, il y a deux arguments massus en fait qui vont revenir. Le premier, c'est la réglementation. Si la réglementation dit que vous devez faire une analyse de risque, que vous devez avoir une visibilité sur votre exposition, avoir identifié vos ressources les plus critiques, on va le faire. La deuxième ressource, c'est un peu connexe, c'est la relation entre les grands acteurs économiques et les petits. C'est que si vos relations contractuelles, si vos clauses de cybersécurité, elles disent que pour travailler avec les Mousquetaires, pour travailler avec BPI France ou avec DocaPost, vous avez besoin de mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité, vous allez le faire. Donc,
ça marche. Je pense que historiquement, le sujet avance. En effet, il faut que ça reste... Enfin, la grande difficulté, c'est de proposer une réglementation qui soit pertinente, qui soit rationnelle. Parce que parfois c'est difficile de réconcilier. Enfin, c'est extrêmement frustrant quand on a un RSSI de devoir se poser la question: est-ce que je vais privilégier la mise en sécurité de mon employeur ou la mise en conformité? Et ça ne devrait pas arriver. Dieu merci, ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive parfois. Donc on devrait en effet avoir des réglementations qui se préoccupent beaucoup du quoi et qui nous laissent une vraie latitude sur le comment. Comment un RSSI, Frédéric, peut-il convaincre son COMEX aujourd'hui de l'importance de la donnée sur sa compétitivité? Je pense qu'il faut qu'il dise à son COMEX d'ouvrir la presse, puis il verra bien ce qui se passe. Non, blague à part, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau du COMEX sur ces questions de sensibilité de la donnée. Ça, du fait des progrès qu'il y a eu dans l'IA, on en a déjà parlé. Maintenant, la première chose à faire pour que ces questions de cybersécurité, de sécurité au sens large, soient prises en compte au niveau du COMEX, c'est que d'abord le RSSI soit rattaché à un membre direct du COMEX. Ça permettra qu'il ait directement sa voix qui soit portée au niveau du COMEX. Et qu'ensuite il traduise ce RSSI et soit orienté usage et qui démontre au travers d'exemples concrets ce que une non-maîtrise de données peut impacter au niveau de l'entreprise. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un opérateur d'infrastructure vitale comme EDF, où l'absence d'accès à des données dans le domaine du nucléaire, par exemple, peut entraîner des questions vitales à l'échelle d'un pays. Donc ça, c'est un exemple concret, mais on pourrait prendre tous les cas d'attaques cyber de ces dernières années, montrer l'impact que ça a eu sur la société, qui peuvent aller jusqu'à la disparition de la société. Donc, et ça, c'est des cas concrets. Donc malheureusement, c'est plus une question de est-ce que ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. Donc comment on se protège et comment on maîtrise ces données. Je pense que c'est au travers de cette pédagogie par les faits et par l'exemple. Et à nouveau, Donald Trump est notre meilleur commercial dans ce domaine-là depuis malheureusement 12 mois. Donc voilà. Donc que ce sujet-là il soit au niveau du COMEX et que le RSSI soit rattaché au niveau du COMEX. Céline, quel conseil donneriez-vous au RSSI qui veulent aussi sensibiliser leur COMEX et faire en sorte que cette question-là, cet aspect-là soit entendu, notamment l'importance de sécuriser les données et de leur rôle sur la compétitivité? En fait, pour moi, il y a un point qui est crucial, c'est de pouvoir effectivement, mais vous venez effectivement de l'évoquer, c'est de mettre en avant le risque et le risque d'une cyberattaque et d'une déstabilisation de l'entreprise. Si demain une entreprise se fait pirater, qui est donc cette déstabilisation, enfin, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais c'est plus de 100 jours, parfois 200 jours pour reconstruire, faire la remédiation nécessaire et pour retrouver un service normal. Quand on n'a plus les usines qui tournent, quand on n'a plus le service classique qui permet de générer que l'entreprise est censée générer, c'est chaque jour est une perte de chiffre d'affaires. Donc il faut absolument que effectivement cette prise de conscience soit suffisante pour mettre en balance et l'investissement humain de sensibilisation de l'ensemble des équipes et d'autre part l'ensemble des moyens techniques. Mais effectivement, la cyber, c'est certainement pas que de la partie technique et technologique, c'est aussi toute la cohérence de vision, la sensibilisation de l'ensemble des équipes qui permet à chaque étape du process de chaque personne dans son travail de tous les jours de pouvoir appliquer un certain nombre de principes de base de sécurité, de la propriété intellectuelle de l'entreprise, de ses process et de la manipulation qu'elle a. Et moi, juste pour un peu plus de vision d'ensemble dans ce qui me préoccupe, on va dire aujourd'hui, c'est la non-prise de conscience de nos enfants, de nos adolescents sur la protection de leurs données et sur la protection de leur liberté, finalement.
Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'on a aussi un rôle, probablement en tant que parent, en tant que maître de stage, pour accueillir ces jeunes dans le monde du travail, pour leur faire vraiment prendre conscience que notre liberté, elle passe aussi par la protection de notre propre vie privée, que ce soit dans notre vie de tous les jours, mais du coup dans le monde du travail et dans nos actions de tous les jours. Une toute dernière question pour finir cette table ronde. On a parlé à plusieurs reprises de l'indice de résilience numérique. C'est une initiative qui est soutenue notamment par Docapost, Maïf, SNCF ou encore Ouest France. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comme vous le dites, c'est un IRN, c'est un indice de résilience numérique. C'est une initiative qui a été lancée il y a un peu plus de 3 mois, qui est d'abord une méthode pour faire prendre conscience au niveau de la direction générale de la sensibilité du sujet de la donnée. Et la réponse, alors à nouveau, c'est un indice qui n'est pas absolu, puisque la valeur de cet indice, il va être relatif à chaque domaine d'implication ou d'activité de la société. Donc la réponse pour, Danone n'est pas la même que pour EDF et encore moins que pour SNCF, etc. Donc c'est une méthode qui est aujourd'hui promue par ces différents acteurs. C'est une méthode qui est ouverte, donc on est dans une démarche de co-construction autour de cet indice. Je pense qu'on en reparlera en particulier au niveau du SIGREF ou de Numéum, par exemple, pour que cette méthode soit généralisée, en tout cas, si possible, à l'échelle de la France, voire de l'Europe, pour que les directions générales prennent conscience de leur stratégie de résilience pour qu'elles puissent assumer leur compétitivité par les données. Et ce sera le mot de la fin de cet échange. Merci beaucoup, merci à tous Thomas. les 4. Merci. Merci. On peut dire merci à vous. Vous pouvez installer, allez-y. Alors, nous avons parlé juste avant de données de compétitivité.